Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, le TFC condamné à verser 200 000 € à Marco Simone et son staff. Les prud'hommes ont donné raison à l'ancien coach et ont estimé qu'il y avait bien eu licenciement abusif. Un mois de février doux, très doux, 16 degrés aujourd'hui, bien loin des normales de saison et des Tourangeaux qui se croient presque déjà au printemps. Connaissez-vous la roue à diamètre variable, une petite prouesse technologique inventée par un designer du Loir-et-Cher et qui intéresse déjà la NASA. Le Tour FC a été condamné aujourd'hui par le tribunal des prud'hommes de Tours à verser plus de 200 000 € à Marco Simone et son staff. Les juges ont considéré que leur licenciement cet été n'était pas justifié pour 3 d'entre eux. Une victoire donc pour l'ancien coach du TFC, même si on est très loin des sommes réclamées. Florent Clavel. Il réclamait près de 2 millions d'euros. L'ancien coach du Tour FC et son staff en toucheront 10 fois moins. 204 000 très exactement, dont plus de la moitié pour Marco Simone. On est loin du compte, mais l'Italien se montrait satisfait cet après-midi, après avoir pris connaissance de la décision des prud'hommes de Tours. Le conseil des prud'hommes, il a clairement jugé que c'est un licenciement abusif de la part des Tories et du Tour FC, et donc ils sont condamnés à payer. C'est une victoire, oui, on peut dire morale, c'est une victoire de la justice. Requalification des CDD en CDI pour les 4 plaignants et surtout licenciement abusif pour 3 d'entre eux. À l'époque, le président du club avait remercié Marco Simone pour faute grave. Jean-Marc Ettori lui reprochait d'avoir eu connaissance du dossier médical d'un joueur, puis de l'avoir mis à l'écart sans en référer à sa hiérarchie. Un motif que le tribunal n'a pas retenu. De son côté, Jean-Marc Ettori minimise cette condamnation. Si on regarde, ça fait 20 fois moins que ce qui est demandé en première instance. Je pense que finalement c'était plus qu'exagéré les demandes, mais c'est toujours plus que ce que moi j'aurais espéré. Le président du TFC fera-t-il appel? Ce soir, il n'a pas encore pris sa décision. De leur côté, Marco Simone et son staff se disent globalement satisfaits, même s'ils se réservent le droit, eux aussi, de faire appel. 4e accident mortel sur les routes du département la nuit dernière. 1 mort et 3 blessés graves. C'est le triste bilan du terrible accident qui a eu lieu hier soir à Saint-Ouen-les-Vignes, près d'Amboise. Sur une route limitée à 90 km/h, une Clio a violemment percuté par l'arrière une camionnette. La passagère avant de la voiture n'a pas survécu. Les précisions de Florent Clavel. Le choc a été d'une violence extrême. 18h30 hier soir. Sur cette départementale limitée à 90 km/h, une Clio suit une camionnette blanche en direction d'Autrèche. À hauteur de Saint-Ouen-les-Vignes, le conducteur de l'utilitaire s'apprête à tourner à gauche. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait enclenché son clignotant. La Clio ne le voit pas et percute la camionnette par l'arrière. Le bilan est lourd. Un premier véhicule dans lequel on a une personne qui est indemne, qui n'a pas souhaité être transportée par les pompiers. Dans le deuxième véhicule, on avait 4 personnes et un chien. La passagère avant est décédée. Les 3 autres personnes sont grièvement blessées et ont été transportées pour 2 d'entre elles au CH Rousseau et pour la 3e à l'Alliance à Tours-Nord. Difficile pour l'instant de déterminer les causes exactes de l'accident. Les tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs et l'endroit n'était pas connu pour être accidentogène. C'est une route qui est départementale, qui est à 90, donc qui est forcément avec une circulation relativement rapide. Maintenant, ces 3 dernières années, on n'a pas eu d'accident particulièrement sur cet axe-là, au moins sur la partie de ma circonscription. La route a été coupée pendant 3 heures. De son côté, le maire de la commune indique avoir demandé que cette partie soit limitée à 70 km/h. Les raisons, un arrêt de car et une intersection au même endroit. 16 degrés cet après-midi à Tours, ce n'est pas un record pour le mois de février, mais ça fait du bien au moral. Un redout qui devrait se poursuivre jusqu'à samedi. Du coup, pique-nique, jardinage ou jogging, chacun se prépare activement au retour du printemps. Robin Dereau et Amanda Breuer-Rivera sont allés flâner dans les parcs et jardins de la ville à la rencontre des Tourangeaux. Franc, beau et chaud soleil au-dessus du lac de la Bergeonnerie à Tours. Avec 16 degrés au thermomètre, les doudounes tombent et certains Tourangeaux osent sortir à l'air libre. Je suis en pause déjeuner, je travaille, mais d'habitude je reste à l'intérieur. Puis là, moi je suis en pull, mais j'ai pas froid, donc c'est quand même fou. Par rapport à ce qu'on a eu les dernières semaines avec ce froid là, on est gâtés.
En l'espace de 3 jours, les températures ont bondi de 10 degrés grâce à un flux d'air chaud venu du sud-ouest de la France. Cette alternance de chaud et de froid n'est pas si rare en février. Et cette douceur est loin d'être exceptionnelle. On a eu d'autres mois de février où on a eu des températures beaucoup plus chaudes. On est monté jusqu'à 19 voire 20 degrés en mois de février 98 ou en 90. Donc c'est les aléas de la météo. Dès ce soir, les effets de l'anticyclone vont se faire sentir. Le thermomètre va baisser de quelques degrés, mais nous maintenir 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Cette situation devrait continuer jusqu'au milieu du week-end. Cette douceur n'inquiète nullement ce jardinier, en chemise et manches retroussées. Les bourgeons des arbres fruitiers commencent à gonfler, le départ des rosiers également, mais non, on est bien cette année du point de vue végétation. Il a fait froid au mois de janvier, là on a une petite période de douceur, mais bon, la nature elle est bien faite. Pour autant, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faudra encore attendre quelques semaines avant le début de la belle saison. Je vous propose maintenant d'écouter ce témoignage, celui poignant d'un père pétri de douleur après la mort de son fils. Xavier Debeur, bien connu des Tourangeaux, est retrouvé mort en septembre 2015 dans le port de Concarneau. Plus d'1 an après, son père, adjoint au maire de Fondette, refuse d'accepter la version des enquêteurs qui avait conclu à un décès accidentel et classé l'affaire sans suite. Il lance aujourd'hui une pétition sur Internet afin de rouvrir le dossier. Témoignage recueilli par Sephora Namani. Le 27 septembre 2015, Xavier Debeur, 33 ans, est porté disparu à Concarneau à la suite d'une soirée entre amis. Son corps est retrouvé 2 jours plus tard dans le port de pêche de la ville. La police conclut rapidement à une chute accidentelle due à un état d'ébriété. Son père, élu à Fondette, remet en cause les conclusions de l'enquête. La première erreur, c'est qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Donc on ne peut pas supposer, il ne peut pas supposer, cet inspecteur, que mon fils était en état d'ivresse. Et la deuxième chose qui me surprend, c'est que le médecin généraliste qui est venu constater le décès de mon fils n'a pas retourné le corps de mon fils et n'a pas vu la plaie qu'il avait derrière la tête. Sylvain Debeur demande un complément d'enquête et l'audition des 3 dernières personnes à avoir vu son fils. Des auditions qui affirment que son fils n'était pas alcoolisé lorsqu'il a quitté la soirée. Le père croit à une agression sur le chemin, même si les caméras du port n'en ont pas trace. Il demande au procureur de Quimper depuis avril dernier une reconstitution du trajet. J'ai fait donc le trajet de mon fils maintes et maintes fois et je peux faire voir donc au procureur que mon fils a pu être agressé et ce qui semblerait donc cette blessure derrière la tête qu'il aurait reçue, qui lui continue son chemin et bien sûr est pris par les caméras et que l'agresseur ait pu contourner donc le champ de vision de la caméra et récupérer mon fils donc de l'autre côté. Tout ça c'est probable. Une demande restée sans réponse est confrontée au mur de la justice. Selon lui, l'affaire vient d'être classée sans suite il y a 1 mois malgré 1 an et demi de combat pour l'honneur de son fils. Il souhaite faire réouvrir l'enquête pour avoir enfin des certitudes. C'est pourquoi il vient de lancer une pétition vendredi dernier sur sa page Facebook. 555 signatures ont déjà été recueillies. On va maintenant s'intéresser à une invention qui, vous allez le voir, pourrait être tout simplement révolutionnaire. Cette invention, c'est une roue à diamètre variable, modulable en fonction de l'espace et du relief. Une idée simple, pourtant personne n'avait réussi à la mettre en œuvre jusqu'à présent. C'était sans compter sur Vincent Fourdrinier. Après 2 ans de recherche et un brevet déposé, ce designer industriel travaille maintenant à des prototypes pour des clients prestigieux comme la NASA. Découverte avec Florent Clavel. Vincent Fourdrinier est à l'origine d'un petit exploit. Grâce à lui, sa commune de Vallières-les-Grandes est maintenant connue de la NASA. C'est dans sa maison perdue du Loir-et-Cher qu'il a conçu sa roue à diamètre variable, celle qui intéresse tant le géant américain de l'aérospatiale aujourd'hui. À l'origine de son invention, un problème de père de famille, un problème de poussette. Les roues de poussette qui étaient trop grandes pour rentrer dans mon coffre, et finalement je me suis dit, mais est-ce que c'est pas possible d'avoir une roue qui, quand j'en ai besoin, elle est grande, et quand j'en ai plus l'utilité, elle se réduise de taille pour la mettre dans la voiture. 2 ans après, Vincent Fourdrinier en est au 3e prototype. Un mécanisme tout simple auquel seul ce designer industriel a pensé. D'abord, un moyeu central dont la forme est calquée sur celle d'un fossile, une ammonite. Les 12 segments qui forment la roue peuvent alors sortir de manière synchronisée. On pourrait imaginer qu'elle s'ouvre de façon dynamique. On peut la servir
électriquement, hydrauliquement. À l'intérieur, on met des moteurs et dans ce cas-là, ça devient une sorte de roue amortisseur. On s'en sert pour passer du relief de façon dynamique. Plus de problèmes, ou presque, par exemple pour un Curiosity confronté aux roches martiennes en 2012. Et la NASA n'est pas le seul client à avoir pris contact avec Vincent. Des militaires, des fabricants de pneumatiques, des fabricants, des manufacturiers de pièces pour l'automobile. Certains d'entre eux lui ont déjà fourni un cahier des charges précis. Vincent y travaille en parallèle de ses autres collaborations, de grands noms de l'horlogerie ou de la téléphonie. La différence, cette fois, il a pris soin de protéger son invention en déposant un brevet international. Rébellion, anti-système, envie de renouveau politique, les candidatures citoyennes ont le vent en poupe à quelques mois des prochaines présidentielles et législatives. Alors quelle différence avec les partis politiques classiques? C'est la question que nous poserons à notre invité dans quelques instants, Marc Lelandais, ancien président du groupe Vivarté, qui sera candidat aux législatives sous l'étiquette 577 pour la France. A tout de suite.